Si tu veux avoir une grande équipe ou si tu veux aller loin, tu es obligé de prendre du recul et justement former les personnes à faire les tâches essentielles. Former ton équipe, bien t'entourer de gens qui sont bien meilleurs que toi. C'est bien aussi de travailler sous contrainte, de se dire en fait j'ai que 4 jours, comment je m'organise, quelles décisions je prends, quels raccourcis je peux faire. Et moi, en tant que manager, j'essaye de pas être la personne qui bloque le reste. Je suis plutôt la personne qui va faciliter. Donc, si on doit m'attendre pour prendre une décision hyper urgente, ça devient compliqué. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Céline Bayer, qui est CTO de Vision. Merci Céline d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Pierre. Ça me fait plaisir que tu sois là. Je vais commencer le podcast par une petite introduction. Tu étais la seule à avoir rebondi sur mon invitation à me contacter quand on avait, lors de la journée de la femme, mis à l'honneur les quelques voix féminines qui étaient intervenues sur CTO. C'était la seule à avoir dit intéressée. Et bien voilà, nous y sommes. Et c'est un petit clin d'œil que je fais aux autres voix féminines qui auraient envie de se manifester. Donc voilà, on se connaissait malgré tout un tout petit peu de l'époque MangoPay. Mais pas plus que ça. Et c'est un plaisir que de t'accueillir. Voilà. Avec plaisir, oui, pour répondre à tes questions et partager à d'autres femmes ou d'autres hommes. Ou d'autres hommes également. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement les quelques étapes fondatrices de ton parcours ? Donc je suis Céline Bayer et moi j'ai un parcours assez classique d'école d'ingénieur en 2006. Et ensuite j'ai travaillé dans le secteur de l'industrie chez Dassault Systèmes pendant 5 ans. Ensuite dans le secteur des médias chez l'équipe. Et puis ensuite à MangoPay, maintenant Vision. Et j'ai commencé moi en tant que développeuse. J'ai évolué sur différents métiers comme chef de projet, Scrum Master. Et puis maintenant je suis CTO. L'équipe, t'y passes une sacrée tranche de vie. Hein. Oui, j'ai passé 8 ans et demi là-bas. Alors c'est passé très vite. T'adores le sport ? Absolument pas. Je sais pas si j'ai honte de le dire. Non, en fait, ce qui m'intéressait le plus, c'était l'aspect média. C'est un média très complet. Ils ont un journal papier, un site web, une appli mobile. À l'époque, ils avaient même une radio avec RTL. Et puis, la chaîne télé a été mise sur la TNT. Donc, c'était vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Après, le sport, c'est quelque chose d'universel. Donc, c'est assez facile de comprendre, d'apprendre. Et c'est toujours un plaisir de partager avec d'autres personnes, que ce soit mes collègues ou en dehors. Non, c'est pas du tout un calvaire. Mais c'est vrai que tout le monde me pose la question si j'étais personnellement fan de sport, ce qui est absolument pas le cas. Et pourtant 9 ans, donc du coup, ouais, t'as eu plusieurs postes chez l'équipe. C'est ce qui fait que tu y es resté 9 ans ? Exactement, oui. Je suis arrivée moi en tant que développeuse et rapidement on m'a proposé un poste d'adjoint du CTO. Et j'ai accepté. Bon, entre-temps, j'ai eu aussi mon premier enfant. Et donc, voilà, à mon retour de congé maternité, j'ai été promue. Et puis ensuite, évolué dans l'équipe qui a énormément grossi. J'ai aussi mon deuxième enfant à l'équipe. Et pareil, à mon retour... Félicitations. Merci. Ça remonte maintenant. Mon fils va avoir 10 ans cette année. Et pareil, j'ai pu évoluer à mon retour de congé maternité. Et... les équipes de développement grossissaient encore, donc en fait mon rôle évoluait. C'est à ton retour de congé maternité qu'on t'a fait évoluer ? Oui, alors très clairement oui, le premier retour de congé maternité, j'ai eu le poste d'adjointe, et au retour de mon deuxième congé maternité, j'ai pas eu de titre spécifique, mais en tout cas j'ai pas... j'ai retrouvé mon poste tel qu'il était, j'ai même continué d'évoluer parce que les équipes grossissant, mon rôle a un petit peu changé. Donc au début, je codais beaucoup. Je faisais partie de l'équipe de développement. Et à la fin, je faisais même plus de review. J'étais sortie de l'astreinte.
Je faisais vraiment que du management, du recrutement. Et du coup, c'est belle surprise quand même au retour de. Enfin, c'est pas souvent que j'entends qu'en retour de congé maternité, il y ait justement une évolution plus managériale, une promotion en l'occurrence. C'était prévu avant le congé mater. Ça a été une surprise au retour. On en avait il y a un discuté. contexte. Ah ouais. On ok. en avait discuté avant mon congé maternité. La décision n'avait pas changé. Je me rends compte effectivement qu'autour de moi, il y a peut-être eu des personnes qui étaient pas dans ma configuration. Pour moi, en fait, c'était naturel. Je me suis même pas posé la question. Ils vont revenir sur leur décision. Enfin, pas du tout. Pour moi, c'était ça allait se faire en fait. Ça allait se faire. Ok. Oui. Quand on s'est contacté au démarrage, tu m'as dit, là tu t'as parlé de tes 2 grossesses et tu m'avais dit bah voilà, il y a un sujet que tu as évoqué avec moi, le fait que tes enfants étaient une vraie source d'inspiration dans ton travail et que tu puisais dans ton travail des choses que tu appliquais dans le contexte perso et vice versa. Est-ce que tu peux donner quelques exemples ou détailler un petit peu ces points-là? Donc effectivement, je me suis rapidement aperçue que ce que j'apprenais avec mes enfants, je pouvais me l'approprier pour le réutiliser dans le cadre du travail, dans le cadre pro. Et inversement, ce que j'apprenais dans le cadre pro, je pouvais le réutiliser à la maison. Donc, un exemple, c'est que je me suis mis à Scrum en 2012. Donc voilà, le cliché, c'est les post-it, des tableaux Kanban, des réunions, voilà. Et à la maison, mes enfants, ils étaient très très jeunes, mais je me suis rendu compte que un tableau Kanban avec des images fonctionne très très bien avec des jeunes enfants. Par exemple, tu peux mettre la routine du matin ou du soir sous forme d'image, et l'enfant comprend en fait dans quel ordre il doit faire les choses, se lever, s'habiller, prendre son petit déjeuner, se brosser les dents. Et ça l'aide vraiment à visualiser ce qu'il doit faire et à intégrer des routines. Donc t'as un tableau dans le salon, sur le frigo, comment ça se passe? Oui, mais ce que j'avais fait, moi j'avais utilisé la porte. J'avais mis du scotch, du masking tape pour faire les colonnes. J'avais mis des post-it, Ouais. j'avais dessiné dessus. Et pour les enfants, c'est très ludique, ils adorent. Déjà, en fait, faire comme les grands, d'être autonome, de pas qu'on leur dise de faire ça, puis ça, puis ça. Ils aiment bien le faire eux-mêmes. Et comme c'est des dessins, ils comprennent exactement ce qu'ils doivent faire. Donc maintenant, mes enfants ont grandi. Donc maintenant, c'est des mots. C'est eux qui... Il y a toujours un tableau. Il y a toujours un tableau. Alors, non, il n'est pas mis à jour très souvent. Mais de temps en temps, je le remets à jour pour le week-end. Et ça permet de les embarquer sur qu'est-ce qu'on va faire ce week-end. Parce que l'idée, c'est que tout le monde participe dans la famille. Donc à la fois mon fils, s'il veut aller au skatepark, il va mettre un post-it skatepark. Si ma fille, elle veut faire du jardinage, Ah, sympa. elle dit qu'elle veut faire du jardinage. Moi, je dis je veux faire la lessive, par exemple. Et donc les enfants comprennent qu'à un moment, en fait, j'ai cette tâche-là à faire, que je ne serai pas disponible. Éventuellement, ils peuvent venir m'aider. Et c'est très visuel et comme ça, tout le monde est un peu content dans le week-end. Ok. Et t'as plusieurs colonnes, envie, in progress, Oui, exactement. done, ouais. Comme oui, un tableau Kanban comme on peut en voir d'assez classique. Tout doux, en cours, terminé. Et puis on a aussi des tas de post-it, des idées qu'on pourrait faire plus tard, ou en tout cas pas ce week-end-là. Et donc ça permet aux enfants aussi de s'exprimer et de libérer un peu de frustration, parce que des fois ils ont envie de faire des choses, mais c'est pas possible de le faire tout de suite, ou ça nécessite de la préparation ou du temps. Et donc je leur dis, j'ai bien compris ce que vous vouliez faire, mais on va le faire un petit peu plus tard. Mais j'ai pas oublié, c'est juste qu'on peut pas le faire maintenant. Ok. Est-ce que tu t'as pioché d'autres choses, d'autres outils, d'autres idées, enfin pioché, adapté d'autres choses? Alors c'est vrai, comme je suis dans le monde de la tech, mes enfants ont accès à beaucoup d'outils, beaucoup d'écrans, et mon fils rapidement, peut-être un petit peu cliché, ma fille aussi maintenant, je leur ai montré un petit peu comment on peut faire de la programmation, donc sans dire que c'est de la programmation comme nous on le fait au travail, mais l'esprit logique. Mon fils est un robot qui peut programmer. Je leur ai montré Scratch. Ah, sympa. Ouais. Maintenant, ils sont plus grands. Ma fille a 8 ans, mon fils va avoir 10 ans, donc c'est plus simple sur l'ordinateur.
Ok. Bah, sympa de créer les ponts. Et dans le sens inverse? Alors, dans le sens inverse, c'est vrai qu'en tant que parent, je sais pas si toi, tu as des enfants. Bah, moi, j'en ai 3. Ok. Du coup. Bravo. Qui, qui peuvent être en âge, mais peut-être piocher 2-3 trucs. Ok. Et donc, à l'inverse, en tant que parent, j'ai découvert plein de choses que j'imaginais pas du tout sur même la psychologie humaine, de comprendre pourquoi il y a tel comportement. Moi, je suis plutôt branchée parentalité positive, bienveillance. Par exemple, donc la parentalité positive, ça peut être si un enfant est en train de courir, si tu lui dis ne cours pas, tu as quand même de fortes chances que l'enfant continue de courir. Si tu lui dis marche, tu as plus de chances qu'il s'arrête de courir et qu'il se mette à marcher. Mais pourquoi ? Parce que le cerveau va avoir des difficultés à interpréter la négation. Et en fait, ça fonctionne pour tous les humains. En fait, si il y a quelqu'un, tu veux qu'il arrête de faire quelque chose, il faut que tu dises plutôt l'inverse. D'accord. Donc j'essaye de l'appliquer aussi au travail. Au quotidien. Ok, il y a d'autres aspects de la psychologie. Alors, oui, moi j'essaye d'avoir une attitude bienveillante et je me fonde aussi sur les 4 accords Toltec. Je sais pas si c'est un livre que tu connais. Ouais, c'est un bouquin que je connais un petit peu, enfin que j'ai lu, donc je vois bien le sujet, mais je te laisse en parler du coup. Du coup, c'est un ensemble de règles qui font qu'on peut prendre vraiment beaucoup de recul avec les choses qui se passent. Donc, j'essaie de donner les 4 accords. Ça fait des années que j'utilise, mais j'ai parfois du mal à retenir les 4 accords. Donc, il y a ne prends pas les choses personnellement. Fais de ton mieux. Ensuite, je sais plus. Mais en fait, alors pas faire de suppositions. Voilà, ne pas faire de suppositions et je sais plus le dernier. Mais disons que j'ai pas d'abord lu le livre. J'ai lu les principes. Voilà, sur Internet, on peut lire des résumés assez facilement. Enfin, le livre a quand même un aspect assez ésotérique. Et je pense que si je l'avais lu en premier, j'aurais pas du tout accroché. Le petit côté chaman, tout ça. Oui, voilà. Donc, je comprends mieux avec l'expérience. Je comprends mieux ça avec l'expérience, mais je l'aurais pas. Je pense que ça aurait moins marqué mon esprit si je l'avais lu en premier. Donc, l'idée, c'est que, en fait, on a chacun le pouvoir d'aller bien dans sa vie, et que finalement, quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose, par exemple, j'aime pas la manière dont tu parles. En fait, c'est pas un commentaire contre soi. C'est la personne qui parle d'elle-même. C'est son prisme à lui. Voilà, exactement. Donc, ça permet vraiment de prendre du recul sur tout ce qui se passe. Et en fait, il y a plus grand-chose qui peut me toucher. Enfin, on va dire c'est comme ça. Ce qui est pas vrai. Hein. Enfin, comme on est des humains, donc forcément, on est touché par un certain nombre de paroles. Mais voilà, ça reste que des paroles. Et aussi, ça explique que c'est envers soi qu'on est le juge le plus sévère. Et donc les paroles qu'on se dit sont très importantes. Par exemple, si on se dit je suis nul, je sais pas faire ça, ben en fait c'est ce qui se passe. D'accord. Un petit côté méthode Coué, quoi. Voilà, donc, c'est contre-intuitif, mais ça fonctionne sur le long terme. Ok. Moi, c'est un bouquin que, pour le coup, je conseille également. Ça se lit en 1 heure, 1 heure et demie. Oui, c'est super rapide. C'est effectivement des conseils très simples, mais plein de bon sens, et qui sur du développement de soi peuvent. J'ai essayé aussi d'appliquer le ne fais pas de suppositions. Oui. C'est bien de autant se dire les choses plutôt que de supposer, quoi, aussi. Donc oui, mais c'est vrai que c'est pas intuitif, et quand on nous dit quelque chose, tout de suite on va partir dans des films. Ah, mais s'il m'a dit ça, c'est parce que ça. Et puis, alors qu'en fait, il suffit juste de poser les questions. Poser les questions. Quand tu m'as dit ça, qu'est-ce que tu voulais dire vraiment ? Et ça démine beaucoup de conflits aussi. Ok. Le développement personnel, de manière générale, c'est quelque chose que qui est important pour toi, que tu travailles au quotidien ? Alors, au travers de lectures, au travers d'appliquer certaines lectures.
Alors, je dirais pas que je travaille au quotidien. J'ai pas un entraînement tous les matins. Je fais pas de miracle morning en me disant je vais faire mon entraînement de développement personnel. C'est plus voilà, une manière de vivre. Et c'est vrai que j'essaie de me renseigner sur qu'est-ce que je peux faire différemment, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour voilà, pour que ça se passe bien. Je pense à un autre exemple de qu'est-ce que j'ai appliqué qui vient des enfants au travail. C'est tout ce qui est CNV, communication non violente. Ouais. J'ai remarqué en tout cas avec les enfants. Alors ça ne marche pas toujours quand un enfant est complètement en crise. Tu peux essayer de le raisonner avec des mots tout doux, ça ne marche pas toujours. Mais en tout cas, ça permet d'exprimer des besoins. Alors je vais te donner un exemple plutôt à la maison. Si on dit oui, il y a encore tes chaussettes sales qui traînent dans le salon, ça énerve tout le monde. Ça énerve la personne qui le dit, ça énerve la personne qui le reçoit. Alors que la CNV, tu vas d'abord exprimer ton émotion et ton besoin, et puis tu essaies d'arriver à une solution gagnant-gagnant. Donc tu vas plutôt dire bon, quand je vois les chaussettes qui traînent dans le salon, je me sens gênée. Je me sens pas bien. Voilà, je me sens pas bien, mais en tout cas, ça m'étouffe. Dis-moi, tu trouves l'adjectif que tu veux. Et puis, en fait, est-ce que tu serais d'accord, par exemple, de les mettre dans le panier à linge? Voilà, donc c'est des demandes très simples. Enfin, ça paraît beaucoup de bon sens, sauf que spontanément, on le fait pas. Et du coup, ça crée des conflits là où ça pourrait être résolu très simple. Plus simplement et plus doucement, quoi. Voilà. Donc là, je donne l'exemple des chaussettes dans le salon. Bon, ça peut être aussi des exemples dans des code review. Quand on fait... dans une code review. Alors par exemple, ça donne quoi dans une code review? Dans une code review, tu peux tomber sur une ligne de code où tu te dis mais jamais des faut faire bouquins ça. briqués, des choses comme ça. Voilà. Donc, t'es bête ou quoi. Je sais pas. Enfin, qu'est-ce qu'on peut trouver dans une code review? Alors c'est peut-être pas marqué tel quel, mais voilà, tu peux. Donc je n'irai pas jusqu'à faire la CNV dans chaque ligne de code review évidemment, mais tu peux partir du principe que la personne n'a pas le même contexte que toi, donc aller préciser, ou voilà, quand je vois telle ligne de code, je suis un peu surprise parce que on a fait une formation sur le thème la semaine dernière. Est-ce que tu penses que tu pourrais écrire d'une manière différente qui respecte ce qu'on a vu la semaine dernière, par exemple? Ok, c'est effectivement plus doux que nul. C'est de la merde. Voilà. Ok, ça apporte sans doute plus de résultats, effectivement. Ton premier poste de CTO, c'est chez Mango? Alors chez MangoPay, j'avais le titre de Deputy CTO parce que la CTO, c'est leur aimé. Et en fait, je suis arrivée pour la remplacer sur un congé maternité. Et puis finalement, je suis restée plus longtemps parce que je suis restée plus de 2 ans chez MangoPay. Et le titre de Deputy CTO, c'était finalement c'était un équivalent de Head of Dev, on va dire Head of Engineering peut-être, voilà, VP Engineering. D'ailleurs, la personne qui m'a remplacée est VP Engineering. D'accord. Mais voilà, on a trouvé ce terme pour que je prenne la suite du poste. Donc je vais laisser sa place au COMEX parce que moi, en tant que deputy CTO, je m'étais concentrée sur les équipes de développement. Et elle continuait de gérer data, ops et puis QA. Donc le poste était plus restreint, sauf qu'il y avait eu beaucoup de personnes qui sont arrivées, donc il y a eu quand même une grande part de management. Ok, et alors du coup, quand tu arrives, tu reprends le périmètre complet de Laure, et quand elle revient, tu te focuses sur la partie dev, en gros. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, je suis arrivée fin 2019, donc c'était juste avant les grèves de décembre 2019, et puis ensuite le confinement de mars 2020. Sympa. Ce qui était absolument, évidemment, pas prévu. Et donc j'ai commencé les premiers mois à la prise de poste, donc j'avais les 4 équipes. Donc, 4 équipes au départ. Il y avait Data, Ops, il y avait 2 équipes de dev. Et donc quand le confinement est arrivé, on n'a pas arrêté les recrutements, donc on a continué d'onboarder des nouvelles personnes. Puis Laure est revenue de congé maternité juste au moment du déconfinement. Et c'est là qu'on s'est posé la question, d'abord si on pourrait travailler ensemble, parce qu'on n'avait jamais travaillé ensemble. La passation du début s'était faite sur 10 jours. Donc on a commencé à travailler un petit peu ensemble, et puis après, comme ça a matché, je suis restée, et on s'est réparti les équipes. Donc moi, concentrée plus sur les équipes de développement API
et l'autre équipe de développement qui fait les services autour de l'API. Et puis, les équipes ont vraiment grossi. Quand je suis moi arrivée en 2019, il y avait une 20aine de personnes à la tech. Et quand je suis partie fin 2021, il y avait au moins 60 personnes à la tech. Alors, on a repris l'équipe QA qui au début était rattachée à produit. Mais même sans ça, juste sur les équipes de dev, il y avait même pas 10 personnes, je pense, quand j'étais arrivée en 2019 et quasi une trentaine de personnes fin 2021. Et alors, quand tu y arrives, en fait, t'es pas dans la perspective de rester, en fait. T'es dans la perspective de ça va être court, je suis sur un remplacement. Ça change des choses dans la manière d'aborder le poste? Alors oui, c'est vrai, j'étais vraiment venue dans l'esprit. En fait, même au tout départ, je cherchais pas un poste de CTO. C'est vraiment un hasard. Moi, je voulais faire que du coaching agile au départ. Ah, marrant. Et puis finalement, on me propose ce poste de remplacement de CTO. Et là, je me suis dit, pourquoi pas, parce que ça ressemble beaucoup à ce que je faisais à l'équipe. Donc bon, je serais peut-être plus dans mon élément, effectivement, que de recentrer sur du coaching agile. Et surtout, la référence de Mangopé, pour moi, ça me parlait énormément. J'avais déjà entendu parler de la boîte, de Céline Lazor, donc j'avais très envie de les rejoindre. Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, Mangopé, ça fait quoi? Ça propose quoi? Quelle est l'offre? Alors Mangopé, c'est une API B2B de paiement. Alors peut-être que les gens connaissent un petit peu plus Litchi, qui est un service de cagnotte en ligne. Ouais. Et qui a été créé en 2009. Et pour payer et recevoir des paiements marrant, et payer... Je reçois Clément Charteau demain soir. Voilà, bouclé. Donc pour pouvoir payer avec... donner de l'argent sur Litchi ou recevoir de l'argent de Litchi, il y a une brique de paiement derrière. Donc c'est une API de paiement qui est Mangopé. Et ça a été créé avec Litchi et ensuite sorti. Ils ont créé le produit Mangopé à partir de Litchi. Donc c'était en 2013. Donc c'est une API de... C'est une API de paiement voilà. Qui permet de... Ok, ça marche. Moi, je reviens quand même sur ce contexte qui est pas si fréquent d'arriver CTO sur un remplacement, parce que c'est vrai que j'ai toujours l'impression quand un CTO arrive et se projette sur un poste dans la durée, bon, il y a aussi une envie souvent il y a une envie de un peu poser sa patte, changer des choses. Et là, je pense que l'objectif, c'était assurer une continuité, continuer de recruter avec des filtres qui vont être des exigences qui vont être ceux que Laure aurait pu avoir. C'est pas du tout la même posture, en fait. Comprends comment vous avez fait votre passation. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas forcément une passation toujours quand c'est pas pour un remplacement comme ça court. Là, j'imagine la passation, ça a été un moment fort. Comment ça s'est passé? Comment t'assurer la continuité? Donc c'est complètement vrai ce que tu dis, hein, quand tu arrives en tant que remplaçant, c'est pas la même chose que si tu arrives et le poste est carte blanche pour toi. On a eu la chance d'avoir une dizaine de jours de passation, ce qui est mieux que pas du tout. Ouais. Mais c'est vrai qu'en 10 jours, comprendre déjà qui est qui fait quoi, quels sont les projets importants, qu'est-ce qu'il faut continuer de suivre. Et moi, le parti pris, c'était plutôt la continuité d'activité. C'était pas forcément de tout révolutionner ou de laisser ma patte absolument. C'est plutôt que quand Laure revienne, ça se soit pas arrêté comme ça d'un coup, mais que ça continue et qu'elle puisse reprendre les chantiers qui auraient avancé en son absence. Mais c'est vrai que comme je suis restée après, finalement j'ai pu embrayer sur une réorganisation des équipes, faire des chantiers un petit peu plus longs, parce que quand on sait qu'on ne reste que quelques mois, c'est difficile d'imposer des nouveaux chantiers qui seraient peut-être pas continués ou qui seraient faits différemment ensuite. Une fois que tu t'es projeté plus dans la durée, t'as initié quoi comme chantier de réorganisation des équipes? Qu'est-ce que t'as proposé? Ouais, voilà. Oui, alors, une question très claire de ma part. Bon, avec le recul, ça paraît assez évident. Disons que l'équipe de développement API, c'était moins d'une dizaine de personnes, mais une équipe avec
autant de monde, ça devient compliqué, les interactions. C'est le moment où tu splits en 2 équipes agiles. Voilà, c'est le moment où on split les équipes. Donc, les questions se sont posées, mais comment on fait pour splitter, parce qu'on travaille sur un monolithe, comment on peut partager le code ensemble? Est-ce qu'on suit le découpage qui a été fait des équipes côté produit? Donc j'ai plutôt pris la décision de suivre l'organisation produit, qui suit aussi, je ne sais pas si tu as entendu parler de la loi de Conway. Oui, sur un épisode qui est pas encore sorti, mais vas-y. Oui, non, enfin très simplement, c'est que l'organisation de ton produit, si tu veux que ton produit soit d'une certaine manière, tu peux organiser tes équipes de cette manière-là. Donc si tu as différentes briques sur ton produit, tu peux faire des équipes qui vont représenter ces briques-là. Et c'est une façon plus naturelle. Enfin, disons que si tu as une équipe qui est organisée différemment, ça va se refléter sur ton produit. D'accord, il y a une sorte de miroir entre organisation des équipes et organisation du produit. Oui, voilà. Et l'autre parti pris, c'était plutôt à la manière des cellules vivantes de splitter l'équipe. Donc c'est pas de créer une équipe de zéro, mais de prendre des personnes qui étaient déjà dans l'équipe, de les séparer en 2 équipes. Et ensuite, quand il a fallu refaire d'autres équipes derrière, on a la même façon garder des personnes qui étaient déjà dans les équipes précédentes pour lancer des nouvelles équipes. D'accord, c'est comme ça que vous avez fait. Oui. Ok. Équipe organisée, feature team, PO, Scrum, Dev, DevOps, QA? Non, pas exactement. Toute la partie Ops, c'était une équipe à part. Pas vraiment DevOps, mais voilà, plus Ops, même si c'était des personnes en interne. La QA était intégrée, en tout cas dans toutes les cérémonies avec les devs. Enfin, il y a vraiment une grande entraide entre les équipes QA, produit et dev. Et côté produit, il n'y a pas de PO vraiment chez MangoPay. C'est des PM, donc c'est Product Manager. Donc en fait, ils gèrent le produit de bout en bout, de la discovery jusqu'au delivery. D'accord, ok. Et petite question, parce que toi, tu avais eu une casquette de coach agile, et c'était ce que tu recherchais avant d'arriver chez MangoPay. Est-ce que quand on est des petits CTO et qu'on a eu une casquette de coach agile, on a un rôle de coach, on se met opérationnellement en tant que coach agile dans la réorganisation de l'équipe, ou est-ce qu'on prend plutôt du recul? Comment t'as fonctionné? Alors, je me suis déjà dit, je suis pas un ayatollah de l'agilité, donc je vois des choses, mais ça veut pas dire qu'il faut tout changer, il faut faire tout parfait. C'est pas grave, tout va bien, ça va bien se passer. Par contre, je restais à disposition des équipes quand il y avait des questions plus ponctuelles. Je me souviens de l'équipe data qui m'avait posé la question de Kanban, Scrumban. Donc j'avais fait quelques petits entretiens pour évaluer ça, donc on avait eu un échange. Maintenant, oui, concrètement, en fait, dans ton quotidien, t'as pas du tout le temps de faire coach agile, et c'est pour ça que il y a des métiers qui font vraiment que ça. Donc voilà, je me suis dit, si y a des choses à améliorer, voilà, je lance des perches, je peux venir en conseil, mais je vais pas être dans l'opérationnel à mettre en place de l'agilité ou de mettre en place tous les changements de ce côté-là. Après, chez MangoPay, c'est classiquement en Scrum, comme beaucoup d'entreprises, sur des sprints de 2 semaines. Enfin, ils avaient déjà une maturité. Voilà, une maturité. Les équipes étaient auto-organisées, le Scrum Master était tournant. Enfin, ça fonctionnait. Ça roulait bien. pas mal comme ça. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu pars de MangoPay du coup? Alors, moi, c'est vrai que je me suis dit, ce serait bien d'avoir un nouveau challenge. Il y a Vision qui m'a contacté en me proposant... on t'a contacté, quoi. Voilà. Tu cherchais pas plus que ça et une opportunité se présente. Alors après, oui, c'est vrai que j'ai toujours été ouverte à d'autres opportunités. Voilà, j'avais eu aussi un contact avec une startup qui s'appelle Kiligi, qui est une appli pour le bien-être des jeunes.
mais qui est beaucoup plus early stage. Et moi, en tant que, en tout cas dans mon rôle de manager, je fonctionne mieux dans une équipe qui est déjà installée. Je suis plus une CTO qui code, même si j'ai codé il y a longtemps. Je suis plus du tout une CTO qui code, donc voilà, ça a pas forcément matché, même si l'appli est vraiment géniale. Et plus tard, Vision m'a contacté en me disant qu'il cherchait un ou une CTO. Et donc moi j'ai dit bon, pourquoi pas, mais pas tout de suite. Donc voilà, on a discuté, on a organisé mon départ de Mangopé. Et d'où le recrutement d'un VP Engineering. Ah, du coup, ça s'est fait super smooth. Alors super smooth, je sais. Enfin, non, mais ça a été anticipé avec les deux parties de manière. Ah oui, on s'est mis d'accord ensemble. Voilà, on a prévenu les équipes suffisamment en avance. Enfin, je suppose. En tout cas, ça s'est pas fait du tout du jour au lendemain. Ça a été préparé. Ouais, t'as eu le temps de recruter le VP Engineering côté Mango, faire une passation, tout ça. Alors, quoi. Passation, non. Parce qu'on on a mis du temps à trouver la bonne personne. Ouais. D'ailleurs, je pense que cette personne vient d'arriver chez Mangopé. Okay. Donc voilà, il n'y a pas eu de passation. Mais voilà, oui, dans ces métiers, c'est, je pense, pas simple visiblement de trouver la bonne personne. Effectivement. Vision, c'est quoi ? Alors Vision, c'est une société, une start-up qui travaille dans l'IA et plus particulièrement dans le deep learning vidéo. Alors c'est quoi le deep learning vidéo ? C'est tu analyses des vidéos et tu entraînes un algorithme en machine learning pour faire la détection. Donc Vision, c'est la détection de gestes. Et aujourd'hui, on l'applique en business pour éviter le vol à l'étalage. Comment ça fonctionne ? On analyse des vidéos donc sur les caméras qui sont existantes dans les magasins en temps réel, et l'IA détecte des gestes suspects. Donc c'est pas du tout des personnes qui sont regardez, c'est pas l'identité des personnes, c'est vraiment des gestes. C'est des gestes. Donc, oui. Une rapidité de geste. Voilà, un geste de quelque chose qui se met dans une veste, dans un sac. Quand on prend plein de produits à la fois, c'est des gestes qui sont pas standards, en tout cas sur un client lambda. Donc tous ces gestes sont remontés en tant qu'alerte au personnel du magasin, qui peut décider d'intervenir ou pas, enfin en tout cas au moment de la sortie de caisse, de vérifier si le produit a été payé ou pas, parce que ça peut t'arriver, toi t'es en rayon, tu mets dans ton sac parce que c'est plus pratique. C'est pas pour ça qu'un vigile va venir immédiatement t'intercepter en rayon. Tu peux ressortir le produit au niveau de la caisse, mais si le produit n'est pas payé, c'est là que l'agent de sécurité peut intervenir. Il y a un petit doute, quoi. Voilà. Donc c'est, on va dire, c'est plutôt de l'aide à la décision pour des agents de sécurité qui regardent déjà des vidéos toute la journée. Et c'est souvent assez fastidieux de regarder beaucoup de vidéos. La plupart du temps, il se passe rien en plus. Donc c'est de l'aide à la décision dans les magasins. Donc dès qu'il y a un geste suspect, l'IA, elle envoie une petite notif sur la portable, tablette. Exactement. Oui, il y a une notification directement pour les agents de sécurité. Allez au rayon raquette. Oui, il y a un comportement anormal. Est-ce que vous pouvez vérifier ? Okay. Est-ce que ça vous paraît peut-être prévu, normal, ou il y a quelque chose à surveiller et puis vérifier en sortie de caisse ? C'est quoi le taux de... Bah, tu me dis si c'est des chiffres qui sont confidentiels ou quoi, mais le taux de succès sur un geste anormal de détection, vous avez des retours sur 70% du temps, 80% du temps. Oui, effectivement, c'était suspect et c'est validé que c'était suspect. Alors, j'ai pas ce chiffre, je sais même pas si c'est parce qu'il est confidentiel ou pas, mais je l'ai pas en tête. Ouais. Qu'est-ce que je peux te dire ? J'ai plutôt des chiffres généraux. En général, le vol à l'étalage, ça représente 1 ou 2% du chiffre d'affaires des magasins. Donc, ce qui est quand même... 2% 1% à 2%, oui, du chiffre d'affaires des enseignes. Donc, c'est quand même... C'est énorme. Oui. Et sur le monde, dans le monde, ça représente 120 milliards de pertes pour le secteur des magasins. Donc il y a quand même un vrai besoin. Voilà, même s'il y a des vigiles qui regardent les caméras en permanence, il y a quand même beaucoup de pertes. Ok, et les usages... Enfin, aujourd'hui, Vision, c'est ce use case-là ?
C'est une IA qui détecte des gestes, enfin qui fait de la reconnaissance de gestes, mais donc du coup vous l'appliquez et vous le monétisez dans des magasins, mais les use cases, j'imagine, il y en a plein d'autres. Oui, là on est concentré sur la verticale des magasins, des enseignes. Les autres use cases, ça peut être de la sécurité dans des entrepôts. Par exemple, dans des usines ou pour améliorer la qualité. Il y a un autre use case, de nouveau dans les magasins, il y a de plus en plus de magasins autonomes qui sont ouverts 24 heures sur 24. Et les enseignes ont peur qu'il se passe quelque chose pendant que, s'il n'y a pas d'employé sur place, par exemple, quelqu'un tombe, si c'est un grand magasin, tombe d'un étage et que personne n'est là pour surveiller. Pour vérifier, ouais. Donc ça peut avoir aussi ce cas d'usage-là. Et aujourd'hui, en tout cas, on est concentré sur la verticale du vol à l'étalage, mais effectivement, le deep learning vidéo est applicable la reconnaissance de gestes, en tout cas, est applicable à plein de use cases. Donc potentiellement, effectivement, si l'IA fonctionne bien, elle est commercialisée en magasin, potentiellement, ça ouvre le champ des possibles à plein de business et beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets pour toi, quoi. Exactement. Oui. Et, du coup, tu disais, tu avais été en relation avec une boîte qui était trop early stage. Vision, c'en est où? Ton périmètre de poste, c'est du coup, c'est quelle taille d'équipe? T'es en phase de scale, pas phase de scale? Alors Vision s'est créé en 2018, donc ça fait presque 4 ans. Ouais. Et là, il vient d'avoir une levée de fonds de 10 millions, donc on est en série A. D'accord. Et quand je suis arrivée en début d'année, il y avait 5 personnes dans l'équipe back-end. Il y a aussi une équipe de deep learning, mais moi je suis concentrée sur la partie back-end. Donc c'est toute la partie qui va mettre en production l'IA, exploitation en magasin. D'accord, ok. Donc oui, on est en phase de scale, on recrute beaucoup ou pas beaucoup, tout est relatif, mais l'équipe va doubler déjà d'ici fin juin. On a commencé des recrutements. Donc moi, mon périmètre en tant que CTO, c'est s'assurer que le produit fonctionne en production, mais j'ai aussi la partie DSI, on va dire, toute l'informatique interne. Finalement, il n'y a pas vraiment de personnes dédiées, donc je me plonge là-dedans aussi. Ça correspond à quoi, l'informatique interne? C'est tout. La paye, la facturation. Non, j'en suis pas encore à gérer les SaaS des outils transverses. C'est plutôt l'onboarding des nouveaux arrivants. Tu dois leur fournir du matériel, donc gérer toute la bureautique. La bureautique interne. Du helpdesk, si besoin, les VPN, le Wi-Fi, le routeur. Donc ça, c'est tout nouveau, ça. Oui, alors j'ai toujours baigné dans des sociétés où j'étais pas très loin de la DSI, donc donc j'avais des collègues qui étaient dans ce périmètre-là, mais c'est vrai que c'est la première fois où je dois gérer ça en direct. Oui, quand je suis arrivée, peu de temps après, on a déménagé de locaux. Finalement, c'est moi qui ai dû commander le routeur, commander les bornes Wi-Fi. Je m'y attendais pas. Après, c'est pas grand chose, c'est pas grave et c'est intéressant. C'est vrai que je m'attendais pas à cette partie du poste. Mais les déménagements de locaux, c'est pas anodin en fait, en termes d'infra, de réseau, il y a du boulot derrière, quoi. Oui. Oui, c'est vrai c'était peut-être pas super anticipé, mais moi-même j'avais pas forcément posé de questions quand on a déménagé. Pour moi, je sais pas, tout était fait et en fait pas du tout. C'est la première fois que je vais dans une start-up aussi petite, maintenant qui est plus si petite que ça, parce que vers octobre on était 20-30 probablement. Maintenant on est, je pense, 80, à peu près 80 personnes. Oui, on est en phase de scale, là, effectivement. Voilà, donc quand t'es 20-30 personnes en octobre, avant la levée de fonds, donc t'as pas forcément énormément de moyens, tu calcules vraiment où est-ce que tu veux mettre tes investissements. Et donc là, maintenant, on est dans une phase très différente où il y a une levée qui a eu lieu, on recrute beaucoup, donc il faut s'industrialiser, changer un peu les manières de faire. Et il y a d'autres... du coup, ça, c'était un angle mort du poste. Il y a eu d'autres surprises, challenge, techniques ou pas, d'ailleurs? Pas surprise, mais on va dire challenge. Toute la partie hardware, ça me replonge dans des
des sujets que j'ai vus, mais il y a vraiment très très longtemps, parce que l'IA va fonctionner sur des GPU. Donc là, on doit faire des configurations machines. En fait, on envoie des serveurs configurés dans les magasins. Et donc, il faut choisir la bonne taille de machine, de GPU, de CPU, de RAM à mettre à l'intérieur de la machine pour que l'inférence puisse tourner. Donc, c'est vrai que je ne m'attendais pas vraiment. Enfin, maintenant, ça paraît logique, hein, évidemment. Mais voilà. Donc, Damien, l'un des cofondateurs, m'a expliqué comment dimensionner un serveur. Et donc, maintenant, je suis capable de donner un avis sur ok, il y a tel revendeur qui propose telle configuration. C'est quoi ton avis? Est-ce que ça va tenir le nombre de caméras qu'on veut mettre dessus ou pas? J'allais te demander comment tu avais fait pour te mettre à jour, mais alors du coup c'est directement le cofondateur qui s'en chargeait avant que tu arrives et qui t'a fait qui t'a donné le vernis, qui t'a permis de te plonger dedans en fait. Exactement, il y a 3 cofondateurs chez Vision. Il y a deux personnes, Thibaut et Benoît, qui sont plus côté commercial opération, qui sont issus de HEC, et Damien qui est issu de Polytechnique, et donc c'est lui qui a fait tout l'algo de deep learning, et aussi qui m'a formé sur le dimensionnement des machines. Enfin, c'est lui qui fait toute la veille sur le hardware. Donc je le fais pas, ou pas encore. Mais en tout cas, oui, c'est lui qui m'a vraiment tout expliqué. L'alco de Deep Learning, il y a une équipe dédiée ou c'est juste l'un des cofondateurs qui... Aujourd'hui, il y a 2 personnes. Voilà, ouais. Le cofondateur et une autre personne, mais ils sont en recrutement aussi. Oui, parce qu'en fait, toute la partie R&D est hyper importante pour Vision. Enfin, c'est le produit de Vision. Ouais. Oui, donc c'est pareil, ils recrutent. C'est pareil, ça recrute. Oui. C'est quoi les stacks techniques côté back-end et côté deep learning du coup? Alors c'est principalement du Python. Ouais. Ensuite, on a un tout petit peu de front sur quelques interfaces en React. Voilà, principalement. Donc Python côté appli, et Python également côté IA, oui. Côté IA aussi. Oui. Python partout quoi. Oui, bon, le choix était fait déjà avant que j'arrive. C'est un choix assez classique dans tout ce qui est data. Dans tout ce qui est IA. Data et même web, après, c'est assez classique. C'est très souvent Python. Mais c'est vrai que c'est un challenge parce que moi j'ai commencé dans le monde PHP. À l'équipe c'était PHP? À l'équipe c'était PHP. Chez Dassault Systèmes aussi, j'utilisais du PHP. Donc, c'est vraiment ma techno de base, on va dire. Ouais. Et ensuite, côté MangoP, c'est du C#.net, donc absolument rien à voir. Rien à voir même dans le monde, enfin j'étais pas du tout dans le monde Microsoft. Maintenant ça n'empêche pas parce qu'il n'y a pas que le langage qui fait le post, t'as aussi plein d'autres briques, hein, par exemple le message broker en RabbitMQ ou du Redis, de la base SQL. Enfin, il y a des briques que j'utilisais déjà avant, même si on change de langage, ça me parle beaucoup. Et pareil, là, chez Vision, on utilise aussi RabbitMQ, Redis. Alors là, c'est du PostgreSQL, mais... Donc, tu retrouves tes petits sur certains sujets, quoi. Donc, effectivement, je ne code pas en Python, même si j'ai quand même regardé des code reviews, j'ai quand même fait des remarques qui ont été pertinentes. Après, je demande toujours qu'il y ait une autre personne qui relise parce que je connais pas encore tout le système, donc c'est mieux qu'on soit plusieurs à mettre un œil dessus. Code review croisé, quoi. Oui. Ah oui, il y avait un sujet qu'on avait abordé. Particularité, t'es à temps partiel. Oui, je travaille pas les mercredis et ça depuis que je suis arrivée chez MangoP, donc depuis 2019. C'est un choix que j'ai fait pour passer plus de temps avec mes enfants. Le mercredi, c'est vraiment que les activités, ouais. Que les activités des enfants. Et puis finalement, j'arrive à m'organiser sur les 4 autres jours et je me trouve, moi, beaucoup moins fatiguée. Enfin, je n'étais pas spécialement fatiguée avant, mais ça permet d'avoir une coupure dans la semaine. Alors, c'est vrai que les équipes ne sont pas forcément habituées. Donc, au début, il faudrait expliquer. Je ne serai pas là mercredi. Ah oui, c'est vrai. Et ça fonctionne? T'es pas dérangé, on t'appelle pas, il n'y a pas de...
parce que c'est vrai, on associe souvent un poste de direction ou de CTO ou à responsabilité à un poste où bah voilà, tu peux être un peu plus dérangé. Oui, alors évidemment, voilà, en cas d'urgence, on peut décroches. Ouais, mais ça arrive pas beaucoup. Non, ça arrive pas beaucoup. Et moi, en tant que manager, j'essaye de pas être la personne qui bloque le reste. Je suis plutôt la personne qui va faciliter. Donc, si on doit m'attendre pour prendre une décision, hyper urgente, ça devient compliqué. Enfin, j'essaye de rendre les équipes autonomes, de leur je sais pas comment expliquer, mais je dois pas être bloquante le mercredi. Ok, si tu es sur le chemin critique, en fait, c'est en termes d'organisation, il y a faut que je fasse différemment. Il y a un problème, en fait. Faut que je répartisse les tâches, ou je recrute une nouvelle personne, je sais pas. Enfin, oui, je dois pas être sur le chemin critique. Donc, je dis pas que ça arrive jamais, hein. Mais justement, c'est un signal. Objectif, et pour toi, c'est signe d'une bonne orga de pas être sur le chemin critique, justement. Oui. Ok. Oui, parce que si t'es dans l'opérationnel et t'es la personne qui bloque, en fait, tu peux jamais prendre de recul et réfléchir à une organisation différente ou à s'améliorer. C'est mon point de vue. Ouais, non, mais c'est, je crois que c'est partagé sur d'autres épisodes. Olivier Bonnet de Blablacar, je crois, avait dit, voilà, une des grosses leçons, c'est savoir ne pas éteindre tous les incendies. J'ai en mémoire ça. Oui, effectivement, je pense que c'est contre-intuitif parce que, enfin, en tout cas, quand j'ai commencé moi à travailler, j'avais plutôt le syndrome de OK, je peux tout faire, je veux tout faire. Et puis il faut que j'y sois. Il faut que j'y sois, le syndrome du sauveur. Mais en fait, ça marche pas du tout. Si tu veux avoir une grande équipe ou si tu veux aller loin, t'es obligé de prendre du recul et justement former les personnes. À faire les tâches essentielles, former ton équipe, bien t'entourer de gens qui sont bien meilleurs que toi. Sinon, en fait, c'est pas possible. Enfin, humainement, c'est pas possible de tout faire. Est-ce que la contrepartie d'un temps partiel, c'est 4 autres journées qui sont assez folles? Est-ce qu'on n'en met pas 5 dans 4? J'essaie que non. J'essaie que non. Alors, je cache pas que le jeudi, c'est toujours un peu plus compliqué. Enfin, ça ressemble à un lundi. Ça ressemble à un lundi où il y a pas mal de choses qui se sont accumulées. Mais je pense que c'est bien aussi de travailler sous contrainte. De se dire, voilà, en fait, j'ai que 4 jours. Et puis j'ai aussi la contrainte des enfants parce que je veux aussi les chercher le soir. Donc, c'est pas parce que j'ai une semaine de 4 jours que je reste forcément très tard au travail. Donc, je sais que j'ai cette contrainte de temps-là. Comment je m'organise? Quelles décisions je prends? Quels raccourcis je peux faire? Qu'est-ce que je peux enlever, voilà. Donc ça permet de prendre de mieux s'organiser, je trouve. Toi, ça te permet de t'obliger à t'organiser, être efficace, et ça te contraint à ne pas être sur le chemin critique. Finalement, c'est génial. Oui, bon, après, ça a l'air facile dit comme ça. C'est pas si simple, mais oui, c'est l'objectif. Ouais. Ok. Et d'un point de vue recrutement, quand tu dis vous cherchez, oui, effectivement, mais alors, par contre, c'est 4/5e, ça c'est pris comment? Enfin, c'est un sujet, c'est pas un sujet? Je l'annonce dès le départ. Ouais. Donc soit c'est accepté dès le départ, soit non. Oui, donc voilà, si ça matche pas, tant pis. Bye bye, au revoir. Mais bon, disons que sur des rôles de CTO, enfin, moi je reçois beaucoup de sollicitations. Donc je pense que le marché est plutôt en ma faveur à poser des conditions, plutôt que l'inverse. Donc c'est pour ça que, alors je sais pas, peut-être que d'autres personnes auraient un avis différent, mais pour moi j'ai tout de suite dit, moi c'est 4/5e et en fait c'est pas négociable. Et puis de toute façon, je sais, je dois m'occuper de mes enfants le mercredi. Donc il y a pas de sujet. C'est pas possible autrement. Et du coup, juste pour avoir un ordre d'idée, à partir du moment où tu poses cette condition, je sais pas, il y en a 1 sur 2, 1 sur 3, 2 sur 3 qui disent effectivement ça cadre pas, ou est-ce que finalement c'est assez open, quoi? Ça arrive que ça cadre pas du tout. Alors ça arrivait souvent sur plutôt des intermédiaires qui recrutent. Et je pense qu'ils vont même pas poser la question aux clients. Ok. Et là pour Vision, oui, c'est une chasseuse de tête qui est venue me voir.
Donc à tout le monde, en fait, je réponds, je suis au 4/5e. En plus, j'étais pas vraiment disponible. Enfin, la date de disponibilité. Ouais, voilà. Enfin, si j'étais à l'écoute, mais la date de disponibilité n'était pas connue. Et donc elle m'a dit, je vais demander à Vision. Et puis j'étais un peu étonnée. J'étais étonnée qu'elle revienne vers moi en me disant, oui, en fait, c'est possible. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a continué le process. Et pour Mangopé, c'était directement sur l'annonce où c'était marqué 60 à 80% possible. D'accord. Donc là, je me suis dit, parce que Laure est dans le même cas, en fait, peut-être ou... Non, pas du tout. Je sais pas trop pourquoi ils avaient mis ça. Peut-être que... C'était pour ouvrir les pistes, peut-être. Alors, je pense que ça favorise le recrutement de femmes. Parce que, c'est encore un cliché, mais c'est souvent des femmes qui s'occupent plus des enfants. Je pense que c'est en train de changer, parce que moi, j'ai plein de contre-exemples dans mes équipes, des papas qui passaient beaucoup de temps avec leurs enfants, qui partent tôt. Donc, c'est pas que les femmes, mais je pense qu'en voyant une annonce où directement c'est marqué que c'est ouvert à 60-80%, en tant que femme, tu te dis, ok, je me projette. On me parle, ouais. ok. Ouais. Ça marche. Céline, on se revoit dans 2-3 ans. Il s'est passé quoi chez Vision? C'est quoi les challenges que tu as on fait un fast-forward. T'es fier, t'as fait des choses, t'es fier de quoi? Tu me racontes quoi dont t'es fier? Alors, dans 2 ans, l'objectif de Vision, c'est... Même avant les 2 ans, ce qui est prévu, c'est qu'on aille sur le marché américain. Enfin, on est déjà dans plusieurs pays dans le monde, mais on aimerait bien... être leader sur un gros marché comme les États-Unis. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On aura un nombre de magasins énorme. Aujourd'hui, on doit être peut-être à 1000 magasins équipés, ce qui est déjà beaucoup, parce qu'il y a 1 an, c'était possiblement 10 fois moins. Vous faites x10 en 1 an? Oui. Je pense que début 2021, il devait avoir équipé 50 magasins. Donc là, on doit être... à 1000 magasins. À 1000 magasins, oui. Donc, le challenge, c'est qu'on puisse équiper un nombre exponentiel de magasins. Donc, c'est diminuer les tâches manuelles, qu'il y ait beaucoup de choses qui soient automatisées, et que on n'ait plus besoin d'installer les postes à la main. Aujourd'hui, il y a des serveurs qui sont installés dans les locaux de Vision. Donc ce serait bien qu'on n'ait pas toutes ces étapes manuelles à faire. Ça commence. Tu veux dire cloudifier, du coup Alors, pas forcément cloudifier. Enfin, ils ont déjà essayé de faire tourner l'inférence dans le cloud. Ça a quand même un certain coût. Donc c'est pas forcément rentable par rapport au business model. Il n'y a pas aussi non plus la puissance GPU. Maintenant, ça peut changer parce que le cloud aussi évolue, propose des nouvelles choses. Donc on s'interdit pas. Donc peut-être que tout sera cloud, je sais pas. Mais en tout cas, qu'on ait des process pour équiper très facilement les... Automatiser l'installation. Oui, automatiser l'installation, oui. Donc, et dans 3 ans, peut-être 10 000 ou 100 000 magasins. Oui, voilà. Bon, après, la limite est grande. Et ensuite, sur l'équipe, je pense qu'elle va grandir. Pour moi, elle va pas grandir de manière linéaire avec le nombre de commerciaux. Par exemple, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de commerciaux parce qu'il faut aller chercher les clients un par un. Il faut vraiment les appeler, les relancer. Donc, on n'a pas forcément besoin d'un développeur à chaque fois qu'on a un nouveau commercial. Maintenant, si on veut attaquer de nouvelles verticales, forcément, il va falloir qu'on multiplie les équipes. Ok, il y a des ambitions d'attaquer des nouvelles verticales, du coup. Oui, voilà, si on va sur le secteur de la surveillance d'entrepôt, la surveillance de magasins autonomes, oui, il y a des nouvelles choses à faire. Ok. Est-ce que Céline, tu as une phrase, une maxime, un proverbe qui t'accompagne? Alors, j'arrête pas de répéter quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà, probablement très connue. Celle-là, je sais pas de qui elle est. Ça, je l'applique souvent au recrutement. Où une situation, on se dit il y a un truc qui va pas, je sais pas exactement quoi, mais
bon allez, on va faire un effort, ça devrait le faire. En fait non, ça le fait pas sur le long terme, ça le fait pas. Donc je pense qu'il faut prendre la décision plus tôt. Et tu l'appliques? Est-ce que ou oui. est-ce que des fois on se fait avoir? Enfin, avoir. Je suis pas infaillible. Et après aussi dans l'autre sens, ça se trouve j'ai dit non à des occasions. Ça aurait pu être très bien, mais voilà, comme j'ai eu un petit doute, je me suis dit non, j'écarte pour l'instant et tant pis quoi. Donc ça t'accompagne, ça t'essayes d'appliquer oui. un maximum. Oui, pour prendre des décisions plus rapidement, oui. Il y a une autre phrase que je dis souvent, voilà, si on se plante pas, on n'a pas de chance, on n'a aucune chance de pousser. Donc là, voilà, la comparaison avec le jardinage, mais c'est vrai que en fait, si on fait pas des erreurs, si on fait pas plein de tests, en fait, on peut pas grandir, apprendre. Voilà, c'est comme le machine learning. Voilà, il y a des fois, on apprend au fur et à mesure. On est obligé de tester plein d'algos et puis à un moment, ça fonctionne. C'est pas grave de tester, de se planter. C'est pas grave, les erreurs, ça arrive. Maintenant, ce qui est compliqué en tant que manager, c'est de trouver la bonne balance entre ok, t'as fait une erreur, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, et non mais là c'est une erreur, c'est inadmissible, tu recommences jamais. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu pour dire ok, moi aussi ça m'est arrivé de faire des erreurs, regarde quand j'ai fait tel truc, voilà, je me suis complètement plantée, mais voilà, on le voit ensemble, on sait comment en faire ensuite, et voilà, on fera différemment la prochaine fois, et voilà, on apprend. Et le fast fail, du coup, c'est... Oui, j'essaie de l'appliquer. Je sais pas si je l'applique partout, mais oui, se tromper assez rapidement. En fait, pour éviter de mettre trop longtemps à prendre une décision, voilà, dans le pire, voilà, si t'as trop de doutes, voilà, t'en prends une, pas au hasard, mais parmi celles que t'as, si tu sais pas trop comment faire, et tu vas vite te rendre compte avec la réalité si c'était le bon choix ou pas. Ça plante ou pas. Voilà. Mais ça, on le fait tous les jours, en fait, dans le développement, ouais. Que ça marche jamais du premier coup. Tu fais une démo, ça marche pas. Ça, on le sait. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette culture de faut que ça marche tout de suite. Faut cacher quand on s'est trompé. Donc j'essaye de montrer l'exemple. Encore une fois, je pense pas être parfaite, mais voilà, quand je me trompe, je le reconnais. J'explique comment j'ai fait pour résoudre le problème, et puis on passe à autre chose. Ok. J'aurais une dernière question. Est-ce qu'il y en a une que je t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose? Alors, parmi toutes les choses auxquelles je m'intéresse, je fais aussi beaucoup de mentoring. Je le fais voilà, sur mon temps libre. J'accompagne en ce moment, par exemple, un apprenti de mon ancienne école. J'accompagne, voilà. Des fois c'est temporaire, des fois c'est juste un échange, des fois c'est plusieurs échanges. Ça peut être des personnes en reconversion, ça peut être aussi des femmes qui sont dans la tech. En reconversion, par exemple, j'ai accompagné quelqu'un qui était journaliste, qui est passé dev. Et puis dans les femmes... Une ancienne collègue de l'équipe? Non, pour rien avoir? Non, rien à voir. Je me souviens plus comment c'était connu d'ailleurs. Je pense que c'était vraiment un rendez-vous qui avait rien à voir. Qui n'était pas du tout un rendez-vous de mentoring. Il y avait plusieurs personnes, et j'avais dû parler, je sais même plus comment ça s'était fait, et on avait gardé contact, et puis il m'avait dit moi je me reconvertis en tant que dev, j'ai des questions, donc voilà, bon, on y a répondu, voilà, il y a eu plusieurs échanges. Je suis partie aussi d'un réseau qui s'appelle les Duchesses. Là c'est un réseau de femmes dans la tech. Ouais. Et donc là, ça peut être des femmes qui sont soit peut-être en début de carrière, en milieu de carrière, donc je peux aussi discuter avec elles, les accompagner, ou des personnes qui se reconvertissent. Et c'est sur du mentoring, sur des... Donc on l'a compris, c'est pas forcément mentorer des pairs, Head of Engineering ou CTO, l'alternant au développeur, au journaliste. Oui. Mais est-ce qu'il y a des thématiques qui se recoupent, c'est la tech. C'est la tech. Oui. Ok. C'est des personnes qui, au final, travaillent dans la tech. Oui. D'accord. Ok. Et donc, voilà, le message, c'est que, en tout cas, moi, je me mets à ma place quand j'avais, je sais pas, il y a 15 ans. C'est vrai que parfois, je n'osais pas trop aller poser des questions ou m'adresser à quelqu'un qui était beaucoup plus avancé dans la carrière professionnelle. Donc là, j'invite les personnes qui le souhaitent à me contacter. J'essaye d'être la plus accessible possible. Donc voilà, je réponds volontiers aux questions. On peut faire
des petits échanges. Et ben c'est super simple. Et donc ça c'est vraiment sur temps perso, hors cadre associatif. Du coup, tu fais ça ou tu passes également par des assos. Bon, t'as parlé des Duchesses. Je parle, par exemple via les Duchesses. Pour mon école, ça passe par le réseau des anciens de l'école. Et puis après, ça peut être random sur LinkedIn, par exemple. Ok. Et je pense que le message est passé et peut-être que tu auras quelques sollicitations après le podcast. Et encore une fois, merci d'être venu et puis d'avoir participé à cette émission, à cet épisode. Voilà. Merci Pierre pour l'invitation. Salut. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.